Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous connaissez déjà, ou du moins de loin, le merveilleux monde de Wakfu. Cet univers riche et unique a touché des millions de personnes à travers le temps et par différents supports. Certains l'ont découvert en jouant à Dofus, le fameux jeu culte qui a marqué toute une génération de joueurs de mon âge. D'autres se sont laissés porter par les bandes dessinées qui ont approfondi les aventures et les mystères du monde des 12. Et pour beaucoup d'autres, cette découverte est sans doute passée par YouTube, grâce aux innombrables vidéos consacrées à ce sujet. Qu'il s'agisse d'analyses, d'extraits de l'animé ou de créations de fans, ces contenus, au fil des années, ont permis à cet univers de rester vivant et vibrant. Plus récemment, vous avez sans doute dû entendre parler du Kickstarter de la saison 5 de Wakfu. En 2020, Ankama avait déjà lancé une campagne participative afin d'autoproduire la 4e saison de l'animé, faute de diffuseurs prêts à accompagner le projet. La série, gagnant en maturité et en profondeur, devenait de plus en plus difficile à financer selon les standards traditionnels. Et le soutien des fans avait été crucial. Au final, le Kickstarter de la saison 4 avait récolté 1 522 816 €, chaque épisode coûtant plusieurs centaines de milliers d'euros. Une campagne qui s'est révélée être un véritable succès, surtout pour une série française. Cette campagne Kickstarter a financé une partie de la production. En effet, Ankama s'était engagé à produire 3 épisodes dès que le premier palier des 100 000 € fut atteint. Chaque palier supplémentaire de 100 000 € a débloqué un épisode de plus. C'est pour ça que la série a à peu près 15 épisodes. Mais en 2025, la situation a évolué. Les fans de Wakfu ont une nouvelle fois démontré leur loyauté et ont permis d'offrir aux équipes d'Ankama l'opportunité de réaliser une 5e et ultime saison. Une saison qui clôturera la série principale. Pour cette conclusion tant entendue, l'ambition est immense, proposer 26 épisodes inédits. Au fil des années, Wakfu a atteint un niveau de qualité artistique et technique dont les équipes sont particulièrement fières, et qui n'est pas question de compromettre pour la dernière saison. Cependant, cette exigence a un prix, environ 500 000 € par épisode, soit à peu près 13 millions d'euros pour l'ensemble de la saison. Résultat, la campagne a réuni 1,7 million d'euros, un succès colossal qui témoigne de l'attachement indéfectible de la communauté envers cet univers. Le reste du financement se fera grâce aux partenaires régionaux et aux autres deals télé. Un tel élan de générosité a permis de confirmer officiellement la production de cette saison finale, déjà considérée comme un événement majeur par les fans. Et c'est pour fêter l'arrivée de cette nouvelle saison que je ressors mon livre du Cosmos, afin de vous présenter 5 autres antagonistes surpuissants de l'univers de Wakfu. Mais avant de partir à la découverte de ces antagonistes, je vais vous faire un petit rappel des bases de cet univers. Le monde de Wakfu prend place dans le Cosmos, un monde habité par des dieux, mais également d'innombrables civilisations, créatures, monstres, magiciens et héros. Dans cet univers, 2 forces essentielles s'opposent. La première est le Wakfu, une énergie fondamentale qui traverse tout le Cosmos. Le Wakfu est la source de création, de croissance et d'harmonie. Il constitue la force vitale qui relie entre eux les êtres vivants, les éléments et même les dimensions. Ceux qui savent le maîtriser peuvent guérir, inventer, voyager ou réaliser des prouesses extraordinaires. En équilibre avec la stasis, le Wakfu incarne l'essence même de la vie et de l'évolution. La stasis, justement, parlons-en. Elle est directement l'opposé parfait du Wakfu, une énergie instable et destructrice. Là où le Wakfu nourrit, soigne, crée, la stasis consume, altère et corrompt tout ce qu'elle touche. Elle transforme même les plus nobles intentions en véritables cauchemars. Nox, par exemple, s'y est abandonné avec son obsession pour remonter le temps. Aveuglé, il a drainé le Wakfu de tout ce qui vivait, semant ruine et souffrance sur son passage. Pour ce faire, il utilisa une de ses créations reposant sur la stasis, comme énergie de base. En plus de ses 3 serviteurs, Marama, Frisco et Tartufo, Nox donna également naissance au Razortan. Razortan, mon chef-d'œuvre. Va, fraye-nous un chemin jusqu'à l'arbre de vie. Tu es la clé de mon plan, ne me déçois pas. Bien. Va alors, et ne te retourne pas. Le Razortan est un immense robot bipède autonome gorgé de stasis, ce qui lui confère une force destructrice extrêmement importante. Et c'est en l'an 981 que Nox déploya son serviteur, afin de briser les défenses des Sadida, qui avaient érigé une gigantesque barrière de ronces afin de protéger leur arbre de vie. Les canons du Razortan réduisèrent une grande partie de la végétation en cendres, ouvrant la voie à l'horloge de Nox. C'est Tristepin, Évangéline et Amalia qui tentèrent de l'arrêter, mais nos 3 héros furent balayés par sa puissance. Tristepin y perdit également la vie en protégeant Évangéline, qui échappa de justesse à l'exécution de la terrible machine.
Mais même avec le sacrifice de son bien-aimé, la jeune Kra n'était pas sauvée. Elle ne fut secourue que grâce à l'intervention éclair de Ruel Strud. Et l'affrontement s'acheva avec l'arrivée de Maître Joris qui détruisit leur Azortan d'un seul coup. On pourrait également évoquer Tauros Mordal, autrefois un héros protecteur, symbole de puissance et de loyauté. Exposé trop longtemps à la stasis, il en fut lentement corrompu. Cette énergie destructrice le défigura et l'arracha à son identité, jusqu'à le transformer en une sorte de créature monstrueuse sans autre but que la quête de Wakfu. Privé de toute raison, Tauros n'était plus qu'un être consumé par la soif insatiable. Il poursuivait sans relâche toute source de Wakfu, dévorant tout ce qu'il trouvait sur son passage. Ainsi, il passa de protecteur respecté à prédateur redouté, et représentait parfaitement l'incarnation tragique de la corruption de la stasis. De la stasis. Attention, Hugo, à ne pas y prendre goût. À travers ces deux exemples, on comprend rapidement que la stasis n'est pas une simple énergie. C'est une prison, une tentation et une menace pour l'équilibre du monde des 12. Mais pour en revenir à notre présentation, dans le monde des 12, on retrouve également des forêts mystérieuses habitées par des créatures fantastiques et des gardiens millénaires. Des mers dangereuses sillonnées par des pirates, des monstres marins et des aventuriers intrépides, sans oublier des villages surpuissants où chaque peuple suivait ses propres coutumes et croyances. En plus de tout cela, des dimensions parallèles ou des mondes démoniaques existaient en silence, prêts à prouver à tout moment leur existence. Et c'est dans ce décor grandiose que prenaient vie des héros déchus et des démons surpuissants que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Après cette petite introduction, je crois qu'il est temps de partir à la découverte de 5 antagonistes surpuissants de l'univers de Wakfu. Abonne-toi, on est presque aux 30K, ça serait cool de les passer avant la fin de l'année. Dark Vlad. C'est Gulthard. Et tu crois au niveau, peut-être? Alors, commençons par évoquer un démon de feu, un être maudit et assoiffé de bataille. Mais avant de vous parler directement de Dark Vlad, je dois vous présenter le personnage lié à cet être démoniaque. Le demi-dieu est l'un des personnages les plus stylés de la série, le Yop Gulthard. Gulthard est un guerrier légendaire, reconnu pour sa force colossale et son courage inébranlable. Depuis sa jeunesse, il a démontré des capacités physiques bien au-delà de celles des Yop ordinaires. Gulthard était notamment capable de renverser des armées ou de défier des créatures dont la simple présence terrifiait les mortels. Certains le considéraient même comme l'avatar du dieu Yop, l'incarnation vivante de l'esprit combatif, de la bravoure et de la puissance brute. Malgré ce potentiel divin, Gulthard restait fondamentalement humain dans ses émotions. Son tempérament pouvait être impulsif et sa colère explosive. Une colère qu'il a appris au fil du temps à canaliser et à transformer en une force constructive. Que ce soit pour protéger des villages assiégés, affronter des chouchous ou défendre des royaumes menacés. Il a toujours utilisé sa puissance pour défendre le monde des 12 contre les forces qui cherchaient à le dévaster. Et c'est pour ça que le destin de Gulthard fut étroitement lié aux grandes menaces du cosmos. Son nom est associé à certaines des batailles les plus titanesques et aux événements les plus marquants, comme par exemple la première invasion des chouchous. Malgré tout le contrôle qu'il pouvait exercer, sa colère a quand même façonné l'histoire, créant à la fois la terreur et l'espoir sur le champ de bataille. Au-delà de sa force brute, Gulthard était également d'une résistance exceptionnelle. Son endurance hors du commun lui a permis de survivre à des combats que peu de personnes auraient même osé engager. Il a notamment affronté Rushou plusieurs fois et qui ont systématiquement donné des combats titanesques, se plaçant comme candidat au titre des meilleurs combats de la série. Il a aussi combattu Tauros Mordal, apportant son aide à Hugo lors de la dernière bataille de la saison 4. Dans ce combat, Gulthard a pu déchaîner toute sa puissance de demi-dieu, car il n'était pas limité par les dégâts qu'il causerait à ce monde, étant donné que la dimension de Tauros était quasiment détruite. Ce qui a donné lieu à des chorégraphies de combat rarement vues dans l'animation, se plaçant comme ce qui se fait de mieux dans l'animation française. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, Dark Vlad est né de l'état de colère incontrôlable de Gulthard. Je ne suis pas un gentil Yop. Le monstre, Pipoun, le monstre. C'était moi. Alors cette histoire a évolué tout au long de la création de la série et de l'univers du cosmos. Mais je vais m'arrêter sur la dernière version.
Et c'est en l'an 24 de notre ère que le démon Rouchou, le roi des chouchous et de la choucroute, lança une invasion à grande échelle sur le monde des 12. À la tête de cette invasion, on retrouvait Jol le pataugeur et Brumaire, le seigneur macabre. Ces deux créatures étaient les bras armés de Rouchou. En quelques mois, ils ravagèrent les contrées libres et détruisèrent une grande partie du continent, semant terreur et destruction sur leur passage. Afin que les chouchous puissent s'installer sur cette terre, Rouchou chargea Jol de bâtir une cité à son image. Grâce à son armée et aux esclaves, une cité désormais mythique du monde des 12 émergea de la souffrance et de la destruction. Cette cité portait le nom de Brakmar. Mais les chouchous ne voulaient pas seulement s'installer dans ce monde, ils voulaient le conquérir. Et pour cela, il leur fallait des artefacts surpuissants. Et l'une de leurs premières quêtes fut le Dofus Émeraude. Un Dofus qui était à l'époque caché dans le petit village des Prunes Bleues. Et c'est ici que Gulthard fait son apparition. En tant que héros et redoutable guerrier, les villageois réclamèrent son aide afin de protéger le Dofus et le village. Gulthard était accompagné par une petite bande, Algat, Bilouf et Gigi. La bataille et la protection du village fut difficile, mais les chouchous furent repoussés par nos 4 compères. Mais ils réussirent néanmoins à capturer Algat, la compagne de notre guerrier préféré. À ce moment-là, la bataille prit une autre tournure, et les chouchous entrèrent dans un immonde chantage. Soit Gulthard, qui était le guerrier le plus puissant, devait se rendre et laisser les chouchous prendre le Dofus, soit ces derniers tueraient la jeune Algat. Les habitants refusèrent de donner leur trésor le plus précieux, même si cela devait sauver la vie d'une personne. Mais sentant que Gulthard hésitait du fait de ses sentiments, les villageois décidèrent eux-mêmes d'éliminer la jeune héroïne d'une flèche, pensant que cette action pousserait Gulthard à se déchaîner contre les chouchous, sachant qu'il n'aurait plus rien à perdre dans ce combat. Mais cette action causa leur perte. Ce meurtre déclencha la fureur de Gulthard et donna naissance à sa personnalité la plus maléfique, Dark Vlad. Le guerrier souriant avait disparu pour laisser place au démon assoiffé de sang. Submergé par sa colère, le demi-dieu massacra à la fois les villageois et les chouchous, puis s'empara du Dofus ébène. Dark Vlad devint alors rapidement un symbole de destruction, semant le chaos partout où il passait. Il s'installa ensuite dans une clairière au cœur de la forêt maléfique, entourée de créatures de la nuit. La haine et le massacre de Dark Vlad continua pendant des années. Et pendant ce laps de temps, le démon de feu vécut énormément d'aventures et passa même un contrat avec un chaman nommé Tonam et Tamua. Plus tard, grâce à Meriana et à l'aide des aventuriers et du fantôme d'Oscar Cass, Dark Vlad fut libéré de cette rage. Gulthard reprit alors sa forme originelle et offrit en récompense le Dofus ébène pour remercier ceux qui l'avaient aidé. Cependant, même s'il avait été libéré, la malédiction et la puissance de Dark Vlad ne s'éteigna pas totalement. Et ce n'est que bien plus tard, plus exactement pendant l'ère du Wakfu, que Gulthard fut attaqué par le dragon Adamai, qui était à l'époque membre de la fratrie des oubliés. Sous l'effet du combat, il se transforma à nouveau en Dark Vlad, incapable de contrôler sa fureur. Et ce fut finalement Tristepin lors d'un affrontement difficile qui parvint à le vaincre et à lui redonner son apparence originelle. Ouais, on peut pas dire que c'était une super idée, Pipoun. Tu peux dire d'affronter ton côté sombre? Je suis content que tu sois là, Pipoun. Moi aussi, fiston. Depuis ce jour, Gulthard n'a plus jamais vacillé. Pourtant, Dark Vlad reste une menace tapie dans l'ombre, assoupie mais toujours prête à renaître pour réduire le monde en cendres. Orgonax. Orgonax était le plus jeune des mécasmes, un peuple mécanique forgé autour de cœurs animés par le Wakfu, semblable à de puissants artefacts tels que l'héliacube ou l'héliosphère, véritable réservoir d'énergie primordiale. Ces êtres, considérés comme les plus puissants du cosmos, puisent leur énergie dans cette force vitale qu'ils utilisent comme batterie. Grâce au Wakfu, les mécasmes ont pu parcourir les mondes à l'infini sans vraiment but défini. Longtemps entourés de mystères, leur véritable nature a été éclaircie dans la saison 4. Ces êtres représentent symboliquement les auteurs de la série. Tout comme notre Terre en proie au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, le cosmos nécessite une intervention pour préserver son équilibre, rôle que remplissent les mécasmes. Plus que les dieux de cet univers, ils sont les gardiens, omniscients et sans faille, n'agissant que très rarement sur le monde direct. Bien avant la création de l'horloge Xelor, avant même l'existence de toute chose, les mécasmes avaient élu domicile sur une petite planète paisible, celle des Héliatropes. Pendant des siècles, les deux peuples cohabitèrent en paix, tissant des liens d'amitié et d'échange qui apportèrent sagesse et prospérité à tous.
Mais cette harmonie fut brisée. Un jour, le cœur d'Orgonax, source de sa vitalité et clé du voyage interdimensionnel des mécasmes, fut dérobé. Orgonax, qui n'était qu'autrefois le plus jeune des siens, fut privé alors de son organe essentiel. Se sentant menacés et vulnérables, les mécasmes laissèrent éclater leur colère et accusèrent aussitôt les héliatropes du vol. La méfiance se transforma rapidement en un conflit brutal et dévastateur, où la puissance des armes mécasmes broya toutes les résistances héliatropes. Contraints à l'exil, les héliatropes abandonnèrent leur monde natal et prirent la fuite à bord du vaisseau Zenith. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le véritable responsable de cet apocalypse n'était autre que l'un des leurs, le traître Killby. Je ne vais pas plus détailler sa vie ici, car je l'ai déjà fait dans ma dernière vidéo sur l'univers de Wakfu, et dans cette dernière je m'attardais longuement sur Killby. Mais rapidement, il faisait partie des membres du prestigieux Conseil des Six. Il était reconnu pour son intelligence hors du commun et sa grande sagesse. Mais en réalité, Killby cachait un lourd fardeau, une malédiction qui le condamnait à renaître sans fin et à conserver les souvenirs de chacune de ses vies. Ce poids millénaire insoutenable avait fait naître en lui une lassitude profonde face à la monotonie et à l'immobilité de son peuple. Tu ne m'as jamais compris. Aucun d'entre vous ne s'est jamais soucié de moi. Vous êtes-vous seulement imaginé quel était mon calvaire? Je meurs et je reviens à la vie. Mais j'oublie pas comme vous. Non. Non, je me souviens encore et encore de tout. Chaque instant reste gravé dans mon esprit. Et c'est à cause de cette quête d'échappatoire que Killby prit la décision de dérober le cœur d'Orgonax et de l'utiliser afin de façonner un artefact redoutable. Un objet qui sera la source de nombreux conflits, l'Héliacube. Véritable concentré de Wakfu doté d'une puissance presque infinie, l'Héliacube permet d'alimenter le Zenith et d'offrir une chance de survie aux héliatropes. Mais ce geste désespéré, même s'il sauva son peuple, déclencha également la fureur irréversible des mécasmes et condamna les héliatropes à un exil infini. Cet exode conduit ce peuple sur une planète vierge, un monde paisible à l'abri des mécasmes, un monde que vous connaissez bien, le monde des 12. Killby, d'abord séduit par la nouveauté, se sentit vite rattrapé par son désir insatiable d'aventure. Il plaida pour reprendre la route des étoiles, mais le Conseil des Six refusa, attaché à la sécurité et à la stabilité de son peuple. Désespéré, Killby réactiva l'Héliacube et lança un signal au mécasme. Orgonax, toujours consumé par la perte de son cœur, perçut cet appel et se mit en marche. La guerre éclata de nouveau et plongea le peuple dans le chaos. Yugo, roi des héliatropes, finit par découvrir la trahison de Killby, son frère. Aux côtés du dragon Fairis, il affronta le traître dans un duel terrible, au terme duquel Killby fut enfermé dans la dimension blanche, ce qui tua le roi. Pendant ce temps, Orgonax et ses armées dévastèrent la planète, réduisant les cités en cendres et décimant les survivants. Le Conseil des Six tenta de sauver quelques enfants en les envoyant dans une autre dimension. Nora, l'une des Six sages, escalada le Zénith pour implorer la déesse Héliatrope d'aider son peuple. Poursuivi par Orgonax, l'intervention divine s'appliqua, et d'un souffle puissant, la grande déesse anéantit toute vie sur la planète. La guerre s'acheva dans une catastrophe aveuglante et silencieuse. Killby enfermé ne sut jamais ce qu'il advint d'Orgonax. Il supposa plus tard que les mécasmes avaient péri dans l'attaque de la grande déesse, mais cela resta une hypothèse car nul ne survécut pour en témoigner. Ainsi s'achève l'histoire d'Orgonax, le mécasme au cœur volé, consumé par la vengeance éternelle. Si vous avez vu la saison 4, on peut y apercevoir un nouveau mécasme, un être encore plus puissant que la grande déesse, un être qui s'allia avec Killby après l'avoir jugé digne. Le comte Harbour. J'ai toujours été clair avec vous. Ma priorité reste et restera mon royaume. Alors là, on est complètement sur le personnage qui a motivé la création de cette vidéo. Un personnage qui, au-delà de sa puissance, sera le nouveau protagoniste au cœur de la prochaine et dernière saison de la série animée, visible dans un court teaser de la saison 5. On raconte qu'au cœur des glaces de Frigost naquit un homme au regard froid et à l'esprit brûlant, un Xelor qu'on nomma le comte Harbour. Très jeune, Harbour surpassait les plus grands savants de son île, de par son intelligence et de son goût pour le savoir. En 550, lors d'un concours agricole de la mairie, il dévoila son chef-d'œuvre, la clepsydre. Une machine destinée à défier l'hiver et à faire plier les saisons devant les forces de la nature et du temps. La déesse protectrice Jiva, émerveillée devant la prouesse du comte, lui remit le Dofus des glaces. Grâce à ce joyau, Harbour fit plier Jol, le démon des hivers sans fin. Vous savez, je vous ai déjà parlé de lui dans la création de Brakmar. La victoire fut éclatante mais brève. Humilié, Jol lança une malédiction impitoyable. Frigost se recouvrit alors d'un hiver éternel, une prison de glace et de désespoir.
Le peuple, alors jadis admiratif, se retourna contre Harbour, le tenant responsable de leur malheur. Le Xelor devint alors le traître, le coupable, l'ennemi public. Brisé, il se perdit dans les arcanes du temps, figeant l'île dans un silence glacial. Ainsi naquit la légende sombre du seigneur solitaire enfermé dans son château de glace. En 666, il réapparut organisant un tournoi funeste pour la fratrie, qui était une organisation de demi-dieux et d'enfants de dragons qui se sont rassemblés pour se rebeller contre leurs divins parents. On compte notamment Oropo à sa tête. Pendant le tournoi, le comte s'était retrouvé congelé dans la glace suite à une tentative ratée de Mécée, un Sram membre de la fratrie des oubliés, de voler son Dofus. Et c'est Sipho, un autre membre de la fratrie, qui s'est fait passer pour lui durant les siècles suivants. Et ce n'est que 300 ans plus tard, soit en 971, que son sommeil prit fin. Libéré par un aventurier, Harbour retrouva la lumière, mais rapidement la guerre également. Il entra en conflit avec son libérateur, traçant de nouveau sa route dans le chaos. Puis on retrouve notre comte quelques années plus tard dans l'OAV, le trône de glace. Harbour s'empara des Dofus héliatropes et les ramena à Frigost, pensant qu'il pourrait peut-être être la clé pour libérer son île des glaces. Mais ne pouvant les utiliser, ses yeux se tournèrent vers le royaume Sadida. Il demanda la main de la princesse Amalia, sous couvert d'une alliance salvatrice pour les deux royaumes. Frigost prit dans la glace et le royaume Sadida en proie au chaos d'Ogrest. Un cataclysme que nous aborderons plus tard dans la vidéo. Mais derrière les beaux discours et les déclarations amoureuses se cachait une volonté glaciale. Exploiter les arbres Sadida comme combustible et contraindre Yugo à lui livrer les secrets des Dofus. Voyant la résistance de Yugo devant la demande d'Harbour, ce dernier, et en cachette des yeux d'Amalia, décida d'éliminer tous les membres de la confrérie du Tofu. Et c'est à cet instant, dans un moment de détresse complet, que Tristepin révéla pour la toute première fois ses pouvoirs divins, de façon incontrôlée. Libérée grâce à cet acte de bravoure, la confrérie du Tofu retrouva ses forces, et Yugo s'élança vers Amalia afin d'interrompre son union avec Harbour. Moi, je m'y oppose. Face à son ami déchiré entre la confrérie et cette union qui devait sauver le peuple Sadida du chaos d'Ogrest, Yugo dévoila la vérité. Le comte ne cherchait pas l'amour ni l'harmonie entre les deux peuples, mais uniquement à conclure une alliance intéressée. Son véritable plan était d'exploiter les arbres Sadida afin de réchauffer Frigost, même si ses sentiments étaient peut-être fondés. Une bataille débuta alors entre Harbour et Yugo, qui se conclua par la victoire de ce dernier grâce à Amalia. Amalia, il n'est pas trop tard. La fratrie, excédée par son égoïsme, le condamna à nouveau dans la glace. Et c'est ainsi qu'Harbour retourna aux ténèbres, son nom gravé à jamais dans la malédiction de Frigost. Un esprit brillant, maudit par son orgueil et la méchanceté des gens. Mais le temps n'a pas fini de jouer des tours à notre Xelor préféré, ou peut-être notre deuxième Xelor préféré. Sa maîtrise des glaces et des arcanes temporaires fera de lui un acteur majeur des batailles à venir. Et puis, dans le court teaser, il me semble qu'on le voit fusionner ou être libéré par l'Héliacube. Donc si le comte Harbour fusionne avec le cube, ça ne laisse rien de bon à présager. Hâte de voir ce que lui réserve son développement dans la saison 5. Je suis le comte Harbour, et mon temps est compté. Julite, la bouchère de Brakmar. Ce n'est pas moi qui ai déchaîné le Dofus ébène sur Bonta. Fini les enfantillages, Baccarat. Julite naquit dans les ombres de Brakmar, la cité en hommage à Rouchou où se confond le pouvoir et la douleur.
Dès son enfance, l'Hypermage apprit que l'amour était une faiblesse et que seul le véritable pouvoir pouvait maintenir les autres à bonne distance. Sa magie, sombre et indomptable, attira vite l'attention des seigneurs brakmariens. Ils la surnommèrent la bouchère, car partout où elle passait, les cadavres s'empilaient. Mais Julite n'était pas une simple arme, elle rêvait en secret d'effacer Bonta, la cité de la lumière parfaite, la cité en tout point opposée à la sienne. Son destin croisa alors celui de Jaash, un hypermage qui était à la fois son opposé direct et son égal en puissance. Jaash, comme Julite, étaient des protecteurs de leur cité. Un affrontement titanesque débuta entre les deux hypermages, et cette bataille fit trembler les royaumes. Pourtant, au cœur de la haine et des ruines, et après 69 jours d'un affrontement acharné, l'impensable se produisit. Un geste inattendu bouleversa non seulement les deux adversaires, mais aussi les cités ennemies qui les observaient. Ces deux êtres, parmi les plus puissants au monde, cessèrent le combat et tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Certains parlaient d'une paix forcée, d'autres blâmaient l'aveuglement de l'amour. Peu importe, ce qui est sûr, c'est que ces deux êtres surpuissants apportèrent la paix entre les deux cités. De cette union improbable vint au monde un fils, Joris, fruit de la guerre et de l'amour et l'un des personnages les plus importants du Cosmos. Mais cette paix ne dura pas. Le chaos éclata de nouveau lorsqu'un inconnu déroba le Dofus Eben, qui était sous la garde de Julite, et déchaîna son pouvoir sur la ville. Julite, en étant la gardienne, essaya de stopper son pouvoir et d'apaiser le Dofus, car son dragon avait sombré dans la folie. Car oui, les Dofus sont habités par des dragons. Mais elle fut attaquée par les protecteurs de Bonta. Ces derniers pensaient que Julite les avait trahis, mais il n'en était rien. Cette dernière, qui avait au cours de ces dernières années réussi à ouvrir son cœur, fut trahie et laissée pour morte. Jaash, ignorant les agissements de sa cité, prit le relais et sauva Bonta. Pour ce faire, il écrasa son propre Dofus contre celui d'Eben, ce qui engendra une explosion. Jaash mourut et l'âme sombre du Dofus trouva refuge dans son fils. À partir de ce moment-là, Julite fut considérée comme la responsable de cette attaque et comme celle qui avait conduit Jaash à la mort. Kérubim, un fils du dieu Ekaflip, prit Joris sous son aile et le cacha pendant 10 longues années. Bien plus tard, Julite refit surface. Au fil de ses recherches et de ses années perdues, elle mit au point un rituel obscur capable de ramener un mort à la vie. Dès lors, son but devint clair, ressusciter Jaash, l'homme qu'elle aimait et qu'elle avait perdu. Mais un obstacle terrible se dressait contre elle, le prix à payer. Car pour rendre la vie à une âme, il fallait en offrir 1000 en échange. Va prévenir les Hypermages qu'il faut annuler le match. Sans remords contre les citoyens l'ayant trahi, elle mit en route la machine infernale et commença à dérober les âmes. Ses anciens alliés la supplièrent d'arrêter, mais Julite refusa d'écouter. Même son fils ne put briser la carapace de sa douleur. Et après une bataille acharnée, lorsque l'âme de Jaash, à moitié revenue en vie, apparut dans son corps déchiré, la vérité s'imposa à elle. L'Hypermage ne souhaitait pas vivre au prix d'autant de sacrifices. Julite comprit alors, trop tard, les désirs de son époux. Elle choisit le sacrifice en écrasant son Dofus contre celui de son époux. Comme l'avait fait Jaash avant elle. La bouchère eut le cœur apaisé et mourut dans l'explosion. Et avant de disparaître, Joris devint le gardien des deux Dofus de ses parents. Grâce à cet acte, il pourra les garder en sécurité et les protéger, gardant une âme de ses deux parents toujours près de lui. Les deux amants s'enlacèrent, libérés de leur chaîne. Et c'est sous une forme éthère qu'ils s'élevèrent dans les cieux obscurs. Leur âme, jadis en guerre, trouvèrent enfin la paix. Joris, marqué à jamais, resta seul héritier de la tragédie de ses deux parents. Ogreste. Et pour finir cette vidéo, quoi de mieux que de parler du personnage le plus puissant de cet univers. Une créature qui fracasserait sans aucune difficulté tous les adversaires qui oseraient se dresser contre lui. Que ce soit Nox le maître du temps, en passant par Ushu le roi de la choucroute, ou même Tauros la liche assoiffée de Wakfu. J'ai nommé Ogreste. Ogreste naquit d'un accident magique dans l'atelier d'Otomai, lors d'une tentative de réparation du cœur d'Ogryn, une poupée Sadida, une graine tombée dans le chaudron contenant l'Orgryn fondu.
Quand la graine tomba, elle provoqua une réaction inattendue et c'est ainsi qu'apparut l'enfant ogre vert, étrange mais doux et innocent. Par la cornue d'or, une génération auriculaire spontanée, née d'une ogrine... Ogrest. Ça sonne plutôt pas mal. Pour revenir sur son père, Otomaï était un alchimiste de génie, excentrique et imprévisible, célèbre dans le monde des 12 pour ses expériences aussi brillantes que dangereuses. Otomaï, pris d'une culpabilité et d'affection pour sa petite créature, adopta Ogrest et tenta de lui donner une vie paisible, lui enseignant les arts des potions, des élixirs et de la magie. Ogrest grandit à une vitesse fulgurante et révéla 2 dons hors du commun. D'abord son estomac dimensionnel, capable d'engloutir définitivement toute chose sans jamais se remplir, envoyant ce qui l'avalait dans une autre dimension. Mais son pouvoir le plus dévastateur sont ses larmes magiques, dont chaque chute déclenche des torrents capables d'inonder l'atelier d'Otomaï, d'engloutir des salles entières et de tout submerger sur son passage. Un jour, guidé par les stones d'Otomaï, ces pierres vivantes qui accompagnaient l'ingénieur, Ogrest arriva dans une petite maisonnette isolée. À l'intérieur, il découvrit une jeune poupée Sadida allongée sur le lit, immobile et silencieuse. Ogrest, je te présente Datura. C'est une des légendaires poupées du dieu Sadida. Regarde, c'est écrit ici. Datura, poupée divine au cœur brisé. Ses traits délicats, sa beauté fragile et l'aura de douceur qu'il se dégageait d'elle bouleversèrent l'ogre. Son cœur immense, encore pur et enfantin, s'embrasa d'un amour sincère et absolu. Il voulait qu'elle vive et il voulait protéger cette poupée. Tremblant, il s'approcha et posa sa main sur elle, découvrant avec horreur que son cœur en orgrine était brisé. Cette révélation remplit Ogrest d'une tristesse profonde, mais aussi d'une détermination farouche. Il ne reculerait devant rien pour la soigner. À partir de ce jour, toute son existence fut tournée vers elle. Ogrest va trouver Ogrine pour aider Papa Otomaï à réparer le cœur de Datura. Ogrest n'était pas un être comme les autres, et les dons étranges qui sommeillaient en lui faisaient de sa quête une aventure aussi prometteuse que périlleuse, car ses pouvoirs étaient à double tranchant. D'un côté, son estomac dimensionnel lui offrait une force inépuisable, il pouvait avaler des armes, des trésors et des objets magiques sans jamais faillir, et cela lui permettait de survivre à des situations improbables, mais de l'autre, cette fin sans fin risquait d'entraîner une spirale incontrôlable où ni rien ni personne ne pourrait combler son vide intérieur. De même, ses larmes magiques, nées de son immense sensibilité, pouvaient donner vie à l'espoir ou provoquer la ruine. Chaque sanglot libérait des flots capables de noyer tout ce qu'il se trouvait autour de lui, transformant son chagrin en catastrophe. Vint alors la quête d'Orgrine. Convaincu que c'était la seule chose capable de réparer le cœur brisé de la poupée Datura, Ogrest s'élança, naïf et déterminé à travers le monde. Pendant son périple et au détour d'une nouvelle aventure, il découvrit un trésor fabuleux, où brillait une gemme d'une puissance insoupçonnée. Persuadé qu'il s'agissait d'un fragment d'Orgrine, il s'en empara sans comprendre qu'il tenait entre ses mains l'un des 6 Dofus primordiaux. Heureux de cette trouvaille, il l'échangea l'œuf contre un bijou en forme de cœur, persuadé que cet objet était le véritable remède dont Datura avait besoin. Mais lorsqu'Otomaï, inquiet, le retrouva, la vérité éclata. Ce Dofus est à moi, c'est moi qui l'ai caché là. Bah c'était vraiment une mauvaise cachette. Attends, papa, Chacha, copain, Chacha ont trouvé cœur de Datura. Chacha faire échange avec Ogrest. Regarde! Ce cœur est en saphir, Ogrest, pas en ogrine. Et je t'assure qu'on ne pourra pas réveiller Datura avec un saphir. Saphir? Ce n'était qu'un cœur de saphir, incapable de ramener la poupée à la vie. Ogrest, oscillant entre l'espoir et le désespoir, refusa de l'admettre. Il serra le bijou contre lui, puis, d'un geste tremblant, le plaça contre la poitrine de la poupée. Comme si son amour seul pouvait suffire à le transformer en un véritable cœur. Pendant que le petit ogre plaçait le cœur de saphir dans la poitrine de Datura, une de ses larmes glissa sur le bijou. Au lieu de se répandre et d'inonder tout autour de lui, elle fut absorbée par le saphir et le transforma en Orgrine. Oh bah ça alors! C'est toi qui... Comment t'appelles-tu, mon beau héros?
Ogrest s'appelle Ogrest. Ogrest, quel joli nom. Un éclat de lumière illumina la pièce et Datura reprit vie. Ses yeux s'ouvrirent et dans un geste tendre, elle embrassa Ogrest sur la joue. Un flot de bonheur envahit l'ogre, un soulagement qu'il n'avait jamais connu, comme si l'univers tout entier respirait avec lui. Mais cette joie fut brève, avec le temps, Ogrest découvrit la vérité. Datura n'avait pas été simplement victime du destin, elle avait été manipulée. Son amour, exploité, l'avait poussée à rassembler les 6 Dofus primordiaux, destinés à conférer à quelqu'un un pouvoir égal à ceux des dieux. Cette trahison brisa le cœur d'Ogrest, sa tristesse se mut en colère, son désespoir en rage. Déterminé malgré tout, il entreprit alors la quête des 6 Dofus. Lorsqu'il réunit enfin tous les Dofus au sommet du mont Zinith, le jeune ogre était au sommet de sa force, mais aussi de sa détresse. Datura disparut à ce moment-là, laissant Ogrest seul face à sa douleur. Les larmes se transformèrent en un torrent dévastateur, provoquant des inondations et la destruction de royaumes entiers. Le chaos d'Ogrest était né. Pendant des siècles, Ogrest resta au mont Zinith, solitaire, pleurant, son cœur oscillant entre colère, regret et désir de réparation. Le monde entra dans l'ère du Wakfu, et malgré les tentatives des héros pour l'affronter, sa puissance demeurait presque invincible. Des siècles plus tard, une nouvelle crise éclata, et ses larmes menacèrent d'engloutir le royaume Sadida. Tristepin, porteur de la puissance du dieu Yop, tenta de l'arrêter. T'as pas l'impression d'avoir les yeux plus gros que le ventre? Ne commence pas à douter, Ruby, on en a vu d'autres. Oh, vraiment. Et Yugo, armé des 6 Dofus, vint l'aider. Alors allons-y. Otomaï, rongé par le remords, conçut un plan audacieux, pénétrer dans le corps d'Ogrest pour retirer les 6 Dofus primordiaux de son estomac dimensionnel. Maître Otomaï, quel est le plan de secours? Lui retirer les 6 Dofus. Ils sont dans son ventre. C'est ça qui le rend fou. Dans son ventre? Oui. Si vous parvenez à lui ouvrir la bouche quelques instants, j'irai les chercher. L'opération fut rude et un combat difficile dans lequel Tristepin perdit un bras. Mais au final, le plan réussit. Ogrest, mon tout petit. Otomaï a abandonné Ogrest. Otomaï n'a plus le droit d'appeler Ogrest son fils. Ogrest redevint enfantin et Otomaï s'excusa. Le petit ogre hésita avant de se jeter dans les bras de son père. Pardonne-moi de t'avoir abandonné. Les Dofus furent confiés au dragon et Ogrest fut ramené au royaume Sadida, où pour la toute première fois, il fut accueilli sans peur par Eleline, la fille de Tristepin et Eva. Salut, moi je m'appelle Eleli, et toi? Moi, Ogrest. Sois le bienvenu parmi nous, Ogrest. Il n'était pas en train de pleurer cette fois. Il ressentit enfin qu'il pouvait exister sans déchaîner le chaos, et qu'il pourrait être simplement Ogrest. Ainsi se déroula la tragédie d'Ogrest. Né d'une expérience d'amour et de naïveté, manipulé et surpuissant, le jeune ogre fut conduit par l'amour et la douleur, ce qui créa un cataclysme avant de trouver, enfin, un moment de paix.